Salut, c'est Alain. Nous avons vu la dernière fois que parmi les loisirs populaires les plus répandus, il y avait les jeux de dés. Et on en était resté là, n'ayant pas eu le temps d'aborder toute une famille de jeux également très répandus, les jeux de plateau, ceux qui nécessitent un peu plus de matériel qu'une simple paire de dés, mais qui sont également plus évolués, faisant intervenir moins la chance que la stratégie. Un jeu populaire, finalement, c'est quoi? Un jeu sans dispositif coûteux, facile à avoir sur soi ou à reproduire avec les moyens du bord, et ne nécessitant pas forcément une grande instruction. Les jeux de Merel correspondent tout à fait à cette définition. Les jeux de Méro ou de Merel, ce sont des jeux opposant deux joueurs, disposant, selon les cas, de 3, 5, 6 ou même 9 pions chacun, et devant les aligner sur les intersections des lignes d'un diagramme. En français simple, ce sont des sortes de morpions, ou tic-tac-toe en anglais. Cette famille de jeux est très ancienne, et est déjà bien attestée dans l'Antiquité gréco-romaine. On les retrouve ensuite dans toute l'Europe, comme en témoigne la table de bois avec un jeu de Merel dans la tombe viking de Gokstad, en Norvège, et de nombreux graffitis représentant un merelier en Angleterre, au Portugal, en Espagne, en France, etc. Parce que l'intérêt de ce jeu est qu'on peut facilement l'improviser et tracer le diagramme dans le sable ou le graver succinctement sur une pierre. Et avec quelques cailloux en guise de pions, c'est facile à mettre en place et on peut jouer n'importe où. Il existe différentes variantes médiévales de jeux de Merel qui se différencient par la forme du diagramme, le nombre de pions et certains détails dans la règle. Ah, mais je suis bête. Vous devez jouer avec les règles à l'Aquitaine, vous. Mais habituellement, on a un diagramme avec 9 intersections où se placer et il s'agit d'aligner 3 pions. Si comme au morpion, c'est le premier qui aligne ses pions qui a gagné, c'est la Merel simple. Si on dispose de 3 pions, on les déplace un par un, chacun son tour, jusqu'à la victoire de l'un des joueurs. Si l'on dispose de plus de pions, on remplit le diagramme sans bouger les pions précédents jusqu'à arriver à aligner ses pions. Mais il y a d'autres jeux plus complexes, comme le jeu du moulin. Le principe reste globalement le même, aligner 3 pions. Mais le jeu ne s'arrête pas à chaque alignement d'un joueur. Son adversaire perd alors l'un de ses pions et la partie continue jusqu'à ce que l'un des deux joueurs, n'ayant plus que 2 pions, ne puisse plus faire d'alignement, de moulin, et a donc alors perdu. Ce type de jeu, très populaire donc, finira quand même inévitablement par s'aristocratiser, si l'on peut dire. Et on a la mention, à la fin du Moyen-Âge, de quelques luxueux méreliers. De même, le jeu de Merel est devenu suffisamment répandu dans les différentes couches de la société pour être décrit dans le livre des jeux, écrit au XIIIe siècle à la demande d'Alphonse X de Castille, dit le Sage. À vrai dire, cet ouvrage est absolument essentiel quand on s'intéresse aux jeux du Moyen-Âge, car il contient la description la plus ancienne connue de la plupart de ces jeux, et représente la source la plus complète sur le sujet, avec des illustrations, des descriptions, et même les règles du jeu. Les jeux représentés sont les dés, les échecs et les jeux de table. Cette terminologie de jeu de table n'a rien à voir avec le fait de jouer sur une table, au sens moderne du terme. Le mot vient du latin tabula, qui signifie une sorte de grille de jeu. Il représente d'une part une famille de jeux, les jeux de plateau, nécessitant donc un plateau de jeu représentant un échiquier, diagramme ou dessin quelconque permettant de placer ses pions ou ses pièces. Mais le jeu de table, c'est aussi un jeu précis, l'ancêtre du tric-trac, un jeu daté lui-même du XVIIe siècle, qui lui-même donnera plus tard le jaquet, puis le backgammon moderne.
Ce jeu, dans sa version médiévale, se joue à 2 et nécessite un plateau portant 2 rangées de 12 cases, matérialisées par ce qu'on appelle des flèches. 15 pions par joueur et 3 dés. Le but est de faire sortir le plus rapidement possible tous ces pions du plateau, après les y avoir introduits et leur avoir fait parcourir les 24 cases. Son origine, comme souvent, remonte à l'Antiquité et au jeu romain des 12 lignes. Isidore de Séville, au 7e siècle, consacre à ce jeu, qui restera longtemps un plaisir réservé aux élites, et qu'il nomme tabula, donc, jeu de table, un passage de ses étymologies. On notera qu'il existe également une version de ce jeu nommée les 4 saisons, et qui se joue donc à 4. Il y a 12 pions par joueur, toujours 24 flèches, mais disposées en rond et réparties entre les 4 joueurs. Dans tous les jeux que nous avons évoqués jusqu'à maintenant, les joueurs disposent des mêmes pions et ont le même but que l'adversaire. La seule distinction qui peut éventuellement favoriser l'un ou l'autre est de savoir qui commence. Mais il existe également toute une série de jeux où les 2 joueurs ont un but tout à fait différent, des pions différents et des mouvements de jeu différents. Citons à cet égard le lièvre et les chasseurs, ou sa variante, le renard et les poules, où l'un des joueurs n'a qu'un seul pion, le lièvre ou le renard, alors que son adversaire en possède 12 ou 13, les chasseurs ou les poules. Le but de l'un est d'attraper tous ses adversaires en les éliminant un par un, alors que l'autre doit bloquer le pion de son adversaire de manière à ce qu'il ne puisse plus bouger. Est-ce que l'un des 2 rôles est plus facile que l'autre? Peut-être. Je vous laisse le découvrir si vous avez l'occasion de jouer. Ce qui est sûr, c'est que ça rend le jeu vraiment intéressant par son côté asymétrique. De même, les jeux de Tafel et ses variantes comme le Tablut ou le Brandub symbolisent un roi et son armée attaqués par une armée adverse. Ces jeux qui pourraient avoir une origine romaine, le mot Tablut rappelant assez le mot tabula dont on a déjà parlé, est assez répandu dans les pays du Nord, Scandinavie et Islande, et anglo-saxons ou celtiques. Par chez nous, on l'appelle table du roi. L'un des joueurs a donc un roi, entouré de 8 à 12 guerriers censés le défendre, tandis que son adversaire joue les assaillants, avec 16 à 24 attaquants, selon les versions du jeu. Le roi, initialement au milieu du damier, doit s'enfuir et se réfugier dans l'un de ses châteaux, l'une des cases de coin. Les attaquants, eux, doivent faire prisonnier le roi en l'encadrant de manière à l'empêcher de bouger, un peu comme aux échecs. On a dit que ce jeu symbolisait un raid viking, attaquant un roi, un duc ou un abbé, mais également que les 4 coins symbolisaient les 4 évangélistes, tandis que le roi central personnifiait l'unité de la Sainte Trinité et par là même de l'Église chrétienne, mise à mal par les hérétiques et infidèles de tout genre. Bien sûr, c'est encore un jeu de stratégie, destiné aux élites, dont l'intérêt réside justement dans les rôles différents des 2 joueurs. Les interdits frappant ces jeux sont exactement les mêmes que ceux qui concernent les jeux de dés. On ne fait en fait tout simplement pas la distinction, et l'Église voit tout cela d'un mauvais œil, considérant, comme nous disions la dernière fois, que le jeu, d'une manière ou d'une autre, éloigne de Dieu en poussant à l'idolâtrie, favorisant l'avarice, l'envie, la colère, la convoitise, et constituant une perte de temps. Dès le VIe siècle, le code justinien interdit les jeux de table aux religieux, étaient qualifiés de délits les jeux de hasard et d'argent. En 1128, les chevaliers du Temple incluent dans leurs règles un article qui dit « Sachez que le frère du Temple ne doit jouer à aucun autre jeu, sauf aux méraux, les mérelles dont on vient de parler, auxquels tout le monde peut jouer, s'il le veut, en amusement, sans mettre de gage. Nul frère du Temple ne doit jouer aux échecs ni au tric-trac. » Mais comme dans la règle du Temple, certaines pratiques sont acceptées, à certaines conditions. On peut jouer si c'est honnêtement, avec joie et sincérité, et seulement de petits montants, et à des heures déterminées. Bon, ça n'empêche pas certains, comme Louis d'Orléans ou Philippe le Hardi, au XIVe siècle, de flamber d'énormes sommes. Mais
cela n'est pas trop toléré et ça fait scandale. Il y a beaucoup de jeux, évidemment, dont je n'ai pas parlé, par manque de temps, parce que je ne peux évidemment pas être exhaustif. Parmi ces jeux, il y a le Fischl irlandais, il y a l'Alquerque, que j'ai devant moi, considéré habituellement comme l'ancêtre du jeu de dames, et il y a bien sûr les échecs. Comment ne pas parler des échecs, le roi des jeux en quelque sorte? Eh bien justement, je n'en parlerai pas cette fois. L'histoire de ce jeu est tellement mouvementée qu'il représente un sujet à part entière. Je le traiterai, promis, mais pas aujourd'hui. On fera ça bien en prenant le temps. Quant aux jeux de cartes, ils sont très tardifs. S'ils apparaissent en Europe occidentale vers le XIVe siècle, ils ne peuvent pas vraiment se répandre avant l'invention de l'imprimerie. Mais ça, ce n'est déjà plus le Moyen-Âge.